merci à tous, merci pour l'invitation pour présenter ce topo. Donc, on m'a demandé de vous traiter l'anesthésie et des addictions, ce qui n'est pas spécialement mon topic, mais qui finalement concerne tout le monde dans tous les blocs opératoires et en même temps personne de très spécialisé. Donc, on va essayer de voir les nouveautés et l'actualisation en 2025 pour prendre en charge un patient au bloc opératoire dans un contexte d'addiction. Pourquoi s'intéresser aux addictions? Donc, il y a en France l'Observatoire français des drogues et tendances addictives qui s'occupe de recenser tous les patients toxicomanes, toutes les drogues utilisées sont une mine d'or d'informations sur l'épidémiologie de la drogue en France et des tendances addictives. Donc là, une petite diapo pour vous rappeler ou vous montrer à quel point les consommations de produits sont importantes et prééminentes en France. La première, c'est l'alcool, avec 47 millions d'expérimentateurs en France. Si on compte sur cette salle, je pense qu'il y a une bonne majorité qui a déjà expérimenté. Le deuxième produit, c'est le tabac, 37 millions. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu plus connues sur l'anesthésie. Mais maintenant, ce qu'on va rencontrer très souvent, hein, quand même, un tiers de la population française a déjà expérimenté du cannabis. Donc c'est des patients-là, on va les rencontrer très souvent au bloc opératoire. La cocaïne qui arrive derrière. Tout ce qui est nouvelles drogues de synthèse, là, il n'y en a que deux, mais il y en a une liste sans fin et qui s'allonge d'année après année. Et l'héroïne qui a bien diminué, mais qui reste une vraie problématique chez nous quand on prend en charge des patients, notamment avec des médicaments de substitution. Cette OFDT, de la même façon, montre l'évolution au cours des dernières années. Vous voyez, entre 92 et 2023, une augmentation de la consommation qui est majeure, presque x4, concernant le cannabis. Et si on s'intéresse aux autres drogues, c'est la même chose. Tout augmente, c'est-à-dire que la population française a tendance, et c'est pareil en mondial, en tout cas pour les pays développés, à augmenter ses consommations de drogues et de tendances addictives. C'est donc des patients que nous allons rencontrer, que nous rencontrons et rencontrerons de plus en plus. Pourquoi on s'intéresse à ces patients? Est-ce qu'il y a des risques particuliers? Il y a des grosses cohortes aux États-Unis, ce qui est très pratique, où ils font beaucoup d'études rétrospectives. Celle-ci, c'est une étude sur plus d'un million de patients, dont 3% de patients qui font du mésusage, toute catégorie de produits confondus. Donc, ça correspond à peu près aux statistiques françaises également, qui ont bénéficié d'une chirurgie abdominale majeure. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque sur sur ce graphique que les patients, donc ceux qui sont à droite, c'est ceux qui consomment et ils ont un risque de complications, que ce soit de la transfusion, de l'infection, des problèmes respiratoires, des complications thromboemboliques, bien plus importantes qu'un patient qui ne consomme pas. Donc, il faut vraiment les cibler parce que ce sont des patients à risque. Et est-ce que ça dépend du type de chirurgie? Eh bien non. Dans cette même étude, vous voyez, les patients en rouge, c'est les patients qui sont en mésusage. Et les patients rouges ont tous statistiquement, significativement, un risque de complications, que ce soit une colectomie, une gastrectomie, une pancréatectomie, etc. Donc, quel que soit le type de chirurgie et quel type de complications, il y a un surrisque chez ces patients en péropératoire, en post-opératoire. Alors, j'avais pas envie de vous faire comme tous les topos, une liste de courses de tel produit, ça fait tel symptôme, il faut faire attention à ça, et vous faire une liste sans fin. Donc j'ai décidé, sur le temps qui m'est imparti, de vous traiter principalement les deux choses qu'on se pose le plus fréquemment, les questions qu'on se pose le plus fréquemment au bloc opératoire, notamment les gros consommateurs de cannabis. Vous avez vu, en France, c'est la drogue la plus consommée. Et je dois vous parler un peu de physiopathologie pour vous présenter le système endocannabinoïde que j'ai découvert un peu plus en détail pour cette présentation. C'est un système neuroendocrinien au sein de notre organisme qui comporte 5 neurotransmetteurs qui sont les 5 endocannabinoïdes endogènes. Pardon. Il y en a d'autres qui sont en cours de découverte. C'est un système qui est beaucoup à l'étude en ce moment, qui vont se fixer sur deux récepteurs. Le récepteur CB1, donc qui est principalement situé dans le système nerveux central, un peu dans les tissus périphériques, et le CB2 qui, lui, est un peu plus développé, un peu plus disséminé, puisqu'il s'occupe principalement du système immunitaire. Comment il marche ce système? En fait, il va réguler, c'est pas lui qui va déclencher des processus de douleur, etc., mais il va réguler des récepteurs déjà en place, que ce soit des récepteurs de douleur, de température, d'appétit, et surtout de l'inflammation. Donc, ce système s'occupe de réguler l'homéostasie du système nerveux central et a un gros impact sur la régulation de l'inflammation, ce qui est beaucoup à l'étude, puisqu'on essaie de voir si on ne peut pas
enfin surtout pour l'industrie pharmaceutique, voir s'il n'y a pas des thérapeutiques qui peuvent en découler. Donc, vous avez bien compris, vu la localisation de ces récepteurs, ça va nous intéresser selon les produits utilisés. On a vu, tout ça, c'est physiologique. Sur le plan dans ce système, il y a 2 molécules principales de synthèse que vous connaissez qui vont se fixer sur ce système. C'est le CBD et le THC. Donc le CBD, vous vous doutez bien qu'il va se fixer, pas spécifiquement sur les récepteurs CB1. Il va avoir une faible affinité pour les récepteurs, donc beaucoup moins de toxicité que le THC. Et il va être associé à de nombreux effets. On en entend énormément parler. Vous voyez des boutiques qui poussent partout avec des effets magiques. Le seul qui est prouvé pour l'instant dans la littérature avec des prescriptions vraiment médicales et recommandées par l'HAS, c'est son effet antiépileptique dans certaines pathologies rares d'épilepsie pharmacorésistante. Le reste, l'anxiété, les troubles du sommeil, c'est à l'étude sans pour l'instant de résultats significatifs. Et ce qui va nous intéresser bien sûr maintenant, c'est pas le CBD mais le THC, qui lui, vous avez bien compris, sur la dissémination des récepteurs, va surtout se fixer sur le CB1, qui est donc situé sur le système nerveux central, et il va permettre de réguler et d'augmenter le système de la récompense, le système antinociceptif, avec des effets psychoactifs qui sont recherchés par les consommateurs de THC. Par contre, la toxicité est plus importante. D'autres choses à noter, qui sont importantes, c'est qu'il peut y avoir des effets pharmacodynamiques synergiques, notamment avec les opioïdes et les benzodiazépines, puisqu'ils vont activer la cascade de réponse des récepteurs aux opioïdes et aux benzos. D'autre part, il y a quelques interactions médicamenteuses à ne pas négliger, notamment les AVK, les AOD, le clopidogrel, le propofol. J'ai sélectionné ceux qui nous intéressent au quotidien dans nos blocs opératoires, avec des systèmes de dégradation qui sont les mêmes que ces médicaments, avec un risque de surdosage. Voilà, maintenant on a ces molécules. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Les vraies questions qu'on va se poser. Donc, je vais vous présenter un petit cas clinique et on va essayer de répondre aux questions qu'on va se poser sur le parcours de ces patients pour une chirurgie programmée. Donc, Monsieur Cyril vient en consultation pour une prise en charge d'une hernie inguinale gauche, pas d'antécédent, mais quand vous le voyez, enfin quand votre mère le voit en consultation, il y a un ralentissement psychomoteur et une hyperémie conjonctivale. Douteux. Est-ce qu'on peut évaluer son éventuelle consommation de toxiques? Est-ce qu'il y a des outils qui existent? Ben, si je vous pose la question, c'est que oui. Il y a notamment une échelle. J'en ai sélectionné une qui me paraissait la plus adaptée, la plus courte et très réalisable en consultation. C'est la Cannabis Use Disorder Identification Test, qui est une échelle sur 8 items, comme la présence de troubles du mémoire et de la concentration ou le retentissement sur l'efficacité de nos actions au quotidien, la fréquence de consommation, etc. Ces 8 items notés chacun de 0 à 4, donc une échelle sur 32. Et ce qui est validé, c'est qu'à partir de 12, il y a un usage problématique du cannabis avec un risque de retentissement sur la santé du consommateur. On l'a évalué, on a quand même validé la prise en charge et il arrive, la question fatidique, c'est quand est-ce qu'on lui demande d'arrêter? On sait bien pour le tabac, on sait pour les solides, les liquides, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait du cannabis? Il faut être, c'est des patients consommateurs, donc il faut avoir des bons arguments pour lui demander d'arrêter. Une petite diapo sur, un rappel sur les altérations cognitives et la performance. C'est une grosse revue de psychiatrie qui a, étudié des jeunes de 18 à 25 ans et qui a mis en évidence que les consommateurs quotidiens de cannabis, vous pouvez voir à gauche l'image à gauche, ont une altération de toutes les capacités cognitives et de performance, que ce soit les capacités d'attention, la reconnaissance visuo-spatiale, les capacités d'apprentissage. Il y a une vraie différence entre consommateurs et non consommateurs, sans grosse surprise. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette même étude, à partir de 72 heures, on n'a plus de différence entre les deux groupes. Donc, est-ce que vous demandez à votre patient de se sevrer 72 heures avant, parce que comme ça, il sera plus éclairé? Je ne sais pas si ce sera un argument suffisant. Donc, un autre argument, c'est les effets respiratoires et cardiovasculaires de la consommation de cannabis qui, la plupart du temps, est inhalée. Donc, tout d'abord, il y a des effets respiratoires qui sont très décrits, avec une hyperréactivité bronchique principalement, avec une tendance au bronchospasme. Il y a 2 ou 3 cas cliniques que j'ai retrouvés d'œdème pharyngé et il peut y avoir une bronchodilatation après l'inhalation dans les 2 premières heures. Donc cette hyperactivité, elle est entre 1 heure et 6 heures après l'ingestion, l'inhalation, avec un pic à 2 heures qui est décrit dans des revues de physiologie.
Donc ça, c'est un premier effet. L'autre qui nous intéresse encore plus, c'est les effets cardiovasculaires. En effet, il y a un effet biphasique. Quand vous consommez du cannabis, dans les 2 premières heures, vous allez avoir une activation du système nerveux sympathique avec une hypertension artérielle et une tachycardie résiduelle qui va durer, qui est très bien décrite dans plusieurs études animales et humaines, qui va durer 2 heures. Et ensuite, vous allez avoir dans l'autre sens une bascule vers le système nerveux parasympathique avec plutôt une tendance à l'hypotension et à la bradycardie. Dans cette étude, c'est une étude de cardiologie assez récente, ils ont montré que ces patients étaient bien plus à risque d'événements cardiovasculaires, plus à risque de mortalité toute cause. On est sur plus de 100 000 patients, une étude rétrospective, et quel que soit l'âge, quelle que soit la quantité de consommation, ils ont mis en évidence qu'il y avait presque jusqu'à 6 fois plus de risque d'infarctus du myocarde chez les patients consommateurs. Donc c'est pas du tout anodin. Et après, vous voyez, tout ce qui est vasculaire aussi ressort statistiquement, toutes les complications vasculaires. Est-ce qu'on a des études qui nous le montrent? Oui, il y a une énorme étude, toujours plus dans ces cohortes américaines, 4 millions de patients, chirurgie majeure, et du rétrospectif, mais sur une grosse cohorte. Et qu'est-ce qu'on voit? Toute chirurgie confondue, tout âge, quels que soient les antécédents, vous avez entre le groupe consommateur et non consommateur une différence significative sur l'infarctus du myocarde qui sort largement plus chez les patients consommateurs de cannabis. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander aux patients? Il n'y a pas de recommandation, mais ce qu'on peut proposer, c'est pas de prise de cannabis dans les 2 heures avant la chirurgie, qui est donc cette phase-là d'hyperactivation sympathique. Pardon. D'autre part, il y a quelque chose qui sort beaucoup dans la littérature aussi, c'est le risque de nausées, vomissements périopératoires qui est majoré chez ces patients. Sur cette étude pareille rétrospective, sur des chirurgies non obstétricales et non cardiaques, donc population tout venant, il y a un risque significatif de risque de nausées, vomissements périopératoires. Donc c'est des patients à qui, quand vous avez un APFEL déjà élevé, il faut vraiment bien faire attention et mettre en place vos préventions. Ça, c'est valable sur la consommation quotidienne, hein, bien sûr, pas la consommation festive. Donc, il est évalué, vous avez identifié des risques. Maintenant, vous l'accueillez au bloc opératoire. Donc, vous êtes lié à nos blocs. Votre étudiant vous demande s'il y a des précautions particulières par rapport à la gestion de la sédation. Que lui répondez-vous? Si je pose la question, vous en doutez. Est-ce qu'il faut augmenter les doses? Parce que c'est un peu notre tendance à tous. Ouh là là, il est toxicomane, on monte les doses. Et on a raison. La sédation IV, donc propofol, dans cette étude, excusez-moi, je vais trop vite, dans cette étude montre, c'est pas une étude, c'est une méta-analyse sur 8 études validées, tout type de chirurgie aussi, chez des patients adultes à partir de 18 ans, montre que, vous avez vu sur la plupart, elles ont toutes tendance à montrer qu'il y a en gros 54 mg de propofol supplémentaires utilisés chez les patients consommateurs en mésusage par rapport aux autres. Pour la sédation inhalée, il y a aussi cette étude qui a étudié la MAC des patients consommateurs, tout simple, un rétrospectif, consommateurs, non consommateurs. On regarde la MAC de moyenne pour une sédation inhalée, que ce soit de l'ISO ou du SEVO. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a en effet un petit P significatif, vous voyez, à 0,021, mais par contre, si on regarde bien, vous avez une différence qui est de rien du tout. Une MAC à 0,58 d'un côté, 0,54 de l'autre. Donc, c'est pas, même si ça sort statistiquement, est-ce qu'on peut dire que c'est pertinent cliniquement? Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de monter les gaz beaucoup plus entre les 2 groupes. Donc, ce qu'on peut en conclure sur ces 2 grosses études, c'est nécessité d'augmentation des doses de propofol. Par contre, pour les doses d'halogéné, titrées, monitorées. Donc ça s'est bien passé. Vous transférez votre patient en surveillance en salle de réveil. Et l'équipe d'infirmières qui accueille votre patient vous demande: est-ce qu'il y a des choses particulières dans la surveillance post-opératoire? Là, on a vu le péropératoire, le post-opératoire. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Donc maintenant, vous lui répondrez: il faut surveiller un risque accru de complications. On en a parlé au début du topo. Là, c'est pareil, c'est une étude sur des chirurgies non obstétricales non cardiaques avec 6200 patients appareillés, c'est-à-dire 6000 consommateurs, 6000 non consommateurs. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez que le critère composite, donc c'est le premier. Est-ce que je peux faire non.
Sur le diagramme, c'est le trait le plus haut qui montre qu'il y a une différence entre les deux groupes sur un critère composite. C'est un critère composite, c'est-à-dire un critère de plusieurs complications, que ce soit infarctus du myocarde, insuffisance rénale, AVC, etc. Donc il y a quand même une différence avec des patients qui sont plus à risque globalement de faire des complications. C'est celui-là, le voilà. Et qu'est-ce qu'il faut surveiller plus en détail? Parce que oui, ils sont plus à risque, mais quoi? Et ben, on revient sur ce qu'on a dit déjà. Donc, encore une grosse étude d'un gros journal de vasculaire pour de la chirurgie vasculaire, donc qui sont des patients avec des antécédents que vous connaissez. 510 000 patients. Toujours pareil, hein, c'est du rétrospectif. On regarde les consommateurs, les non-consommateurs et on analyse est-ce qu'il y a une différence entre les deux groupes. Et oui, il y a une grosse différence entre les deux groupes, que ce soit pour l'infarctus du myocarde et pour les AVC. Donc clairement, votre patient, s'il est il présente déjà des facteurs de risque cardiovasculaire que vous surveillez déjà de près, si en plus il est consommateur de cannabis, il est encore plus à risque de faire un événement cardiovasculaire. L'autre chose à surveiller qui va nous inquiéter, c'est la douleur. En effet, on voudrait, ces patients, on a peur comme ils sont consommateurs et souvent avec cet effet un peu nociceptif du cannabis, est-ce qu'ils vont pas avoir plus mal? Donc cette étude rétrospective de 34 000 patients, dont à peu près 3% toujours de consommateurs, toutes chirurgies confondues. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que la consommation morphinique en SSPI est plus importante et les scores de douleur en SSPI sont plus importants. Donc ces patients ont des seuils de douleur plus bas. Ils ont mal plus rapidement. Et ils consommeront plus et c'est normal. Et c'est pas forcément de la toxicomanie, c'est qu'ils ont mal. Donc, comme pour tout le monde, hein, on privilégie donc une analgésie multimodale, de l'ALR, et il n'y a pas de contre-indication à la prescription d'opioïdes. C'est pas parce qu'ils sont toxicomanes qu'on ne leur donne pas les bons médicaments pour la douleur. La SSPI vous demande, ok, je l'ai surveillé, je lui ai fait sa morphine, il va bien, je l'envoie dans le service. Qu'est-ce que je leur dis aux infirmières du service? Et bien maintenant, vous leur répondrez. Qu'est-ce qu'elles peuvent surveiller dans le service et de quoi on a peur? Et on a peur du syndrome de sevrage en cannabis. C'est un syndrome qui est très bien décrit dans les classifications de psychiatrie. C'est un syndrome dont le diagnostic, c'est arrêt brutal de la consommation et 3 symptômes ou plus. Dans les 3 symptômes, des symptômes neuropsychologiques comme l'anxiété, la perte d'appétit, les modifications de l'humeur, et il peut y avoir un symptôme physique comme des frissons, douleurs abdos, etc. Donc, comment ça se passe au niveau du timing? Parce qu'on ne sait pas exactement. Ce qui est reconnu à peu près, ce qui est décrit statistiquement, si on peut donner des dates, c'est que quand vous avez un arrêt brutal de la consommation, ce qui est clairement ce qui va se passer au bloc opératoire en programmé, le début des symptômes va commencer à apparaître à J2, J3. Et on aura un pic à J7. Donc pour les chirurgies lourdes avec des durées de séjour un peu longues, des complications, c'est là où il faudra être vigilant. La fin des symptômes est en général décrite à J14. Donc, il faut détecter précocement ces signes de syndrome de sevrage. Il n'y a pas de thérapeutique recommandée, parce que de toute façon, il y a peu de recommandations sur ce sujet. Après, de plus en plus, nous, dans notre pratique, on utilise surtout des alpha-agonistes, du catapressant, des benzos s'il y a besoin, etc. Donc voilà, vous savez tout sur le cannabis. Vous avez le parcours de votre patient. Là, ce qui me paraissait intéressant, parce que c'est une question qu'on se pose tout le temps ou régulièrement quand on est confronté à ces patients, c'est les patients qui ont des troubles des consommations aux opioïdes. Ces patients qui sont substitués notamment, on ne sait pas quoi faire de cette substitution, on entend beaucoup de choses, donc je voulais juste refaire un point là-dessus. Cette petite étude, elle est toute simple et elle est très claire. C'est une étude de physiologie. Ils ont pris 120 volontaires qu'ils ont séparés en 4 groupes selon les consommations. Donc, un groupe qui va consommer de la méthadone, un de la buprenorphine, du Subutex, un qui sera des patients abstinents, ça veut dire qu'ils ont été confrontés à un mésusage d'opioïdes, mais qui là ne prennent plus rien, ni substitution, ni rien, et un groupe qui est vierge de consommation, de mésusage d'opioïdes. On leur demande à tous de mettre la main dans une eau à entre 3 et 5 degrés, et on leur demande de nous dire à quel moment ils ont mal. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les 3 premiers groupes, vous voyez, ceux qui sont très homogènes, les 3 premiers à gauche, c'est ceux qui sont ou substitués ou qui ont expérimenté les mésusages d'opioïdes. Ceux qui mettent plus de temps à avoir mal, c'est ceux qui n'ont jamais rien pris.
Donc, vous voyez que la sensibilité à la douleur est augmentée chez ces patients. Et après, on leur a demandé, une fois qu'ils ont la main dans l'eau, qu'ils ont mal, combien de temps ils peuvent durer la main dans l'eau. Et vous voyez, pareil, de la même façon, une séparation très franche entre les deux groupes, avec ceux qui n'ont jamais rien pris, qui restent plus longtemps et qui supportent mieux la douleur. Donc ces patients, ils ont clairement une sensibilité à la douleur qui est accrue, avec une tolérance à la douleur qui est diminuée. Voilà, c'est pas que de la consommation. S'ils ont mal et qu'ils vous disent qu'ils ont mal, c'est physiopathologique. Voilà. 2-3 minutes, pardon. Il y a 2 molécules à disposition en France. Vous avez la méthadone, qui lui est un récepteur, un agoniste complet des récepteurs mu. Donc il va avoir exactement la même fonction que la morphine. C'est-à-dire c'est exactement la même chose. Quand vous fixez une molécule de méthadone, c'est comme si vous donniez de la morphine. Donc le problème, c'est qu'il y a plus de toxicité. Vous voyez sur le diagramme en bas, la mortalité due aux opioïdes, elle est à moitié. Ce qui est en jaune, c'est dû à la méthadone. Elle est presque même plus que la mortalité due à l'héroïne. Donc c'est un récepteur qui se fixe complètement. La buprenorphine, c'est le Subutex, lui c'est un agoniste partiel. Donc la particularité, c'est qu'il va se fixer, mais il ne va pas développer tous les effets. Et vous allez voir que le Subutex, vous voyez, vous avez un effet plafond. C'est la courbe en jaune. En ordonnée, on a l'effet opioïde. Et la buprenorphine aura un effet plafond, alors que la méthadone va avoir un effet comme la morphine. Donc, votre patiente qui arrive au bloc opératoire, qui est sous Subutex, qu'est-ce que vous faites de ce Subutex? Est-ce que vous le continuez pas? Alors oui, arrêter le Subutex permettrait de libérer les récepteurs mu qui sont tous saturés de Subutex. Donc ça permettrait un meilleur contrôle de la douleur avec votre morphine. Vous savez mieux ce que vous faites. Par contre, le fait de le continuer, de ne pas l'arrêter, ça vous permettrait d'éviter un syndrome de sevrage. Et probablement une meilleure analgésie, éviter là, ce risque de douleur aiguë à l'arrêt du Subutex. Donc, toutes les études, il y a pour le coup quelques recommandations, notamment aux États-Unis, il faut poursuivre le Subutex en préopératoire. Vous induisez votre patiente, induction classique avec un curare. Est-ce que vous préparez de la kétamine? Eh bien, c'est des patients comme les autres en fait. Quand sur cet essai randomisé en double aveugle, ça montre que quand vous utilisez la kétamine à des doses anti-analgésiques, eh bien, vous consommez moins de morphine en post-opératoire à 24, 48 et 72 heures. Donc, il faut pas plus d'effets secondaires de la kétamine, il faut continuer la kétamine à des doses anti-analgésiques. Est-ce que vous faites des alpha-agonistes? Eh bien, en fait, là, je vous avais juste refait une diapo pour vous rappeler que le stress chirurgical entraîne une réponse inflammatoire augmentée pour tout le monde et une immunosuppression. Ça, c'est bien décrit. Et les alpha-agonistes permettent d'agir, notamment le Dexdor, permettent d'agir sur ces deux pans. Et que ce soit des patients toxicomanes ou non, il y a tout son intérêt. Donc, il faut faire des alpha-agonistes. Je vous montre la diapo qui est intéressante. Donc, le sufentanil en opératoire, c'est oui aussi. Il n'y a pas de raison de ne pas leur faire du sufentanil. Il n'y a pas de preuve que l'OFA est mieux chez ces patients. En même temps, il n'y a pas énormément d'études pour l'instant. Mais il ne faut pas supprimer les opioïdes. Cette diapo-là, elle est intéressante. C'est les affinités du récepteur mu aux différents opioïdes. Et vous voyez, le sufentanil, c'est celui qui a le plus d'affinités. C'est-à-dire que quand vous allez injecter du sufentanil, vous allez à des doses correctes, c'est-à-dire qu'il faut même augmenter les doses, vous allez libérer les récepteurs mu du Subutex et permettre ainsi de contrôler votre analgésie. Vous voyez, le Subutex, c'est le deuxième. Et les deux derniers, c'est la morphine et l'oxynorme. Et vous voyez qu'il y a une franche différence, c'est-à-dire que la morphine est bien plus affine avec le récepteur que l'oxynorme. Donc, il faut faire de la morphine en post-opératoire, pas de l'oxynorme, et ne pas hésiter à monter les doses pour libérer ce récepteur. Il y a plein d'algorithmes de prise en charge avec tout ce qu'on a vu. La prise en charge préopératoire, ne pas hésiter à faire de l'analgésie multimodale, utiliser tout ce que vous utilisez en opératoire, y compris des morphiniques, préférer la morphine en post-opératoire, et ne pas oublier la LR évidemment, qui va bien nous aider sur la gestion. En conclusion, il faut dépister le mésusage en consultation d'anesthésie. Comme pour toutes les anesthésies, quand même, on préfère l'anesthésie analgésie multimodale et ne pas hésiter à faire une prise en charge personnalisée. Le cannabis, attention aux interactions médicamenteuses.
Ne pas hésiter à monter les doses de sédation, notamment intraveineuse en opératoire. Et attention, risque accru d'infarctus du myocarde. J'espère que vous l'avez bien compris à l'issue de ce topo. Concernant les morphiniques, on n'arrête pas le Subutex, pas du tout. On utilise de la morphine s'il y a besoin, pas d'oxynorme, et tout l'intérêt de l'analgésie multimodale, y compris de l'ALR. Merci pour votre attention.